Aujourd'hui, pour présenter ça, Geoffrey Flash, qui est architecte chez Lombard International Assurance et qui est aussi prof à l'Université de Lorraine, et moi-même qui suis software engineer chez Intech. Donc, computing, pourquoi? Donc, on va d'abord s'intéresser un petit peu à l'intérêt qui a été suscité au niveau de la puissance de calcul. Donc, j'ai fait une petite recherche ici sur Google Trends. Donc, j'ai pris des sujets qui ont été, que j'ai essayé de mettre un petit peu en corrélation. Le premier sujet que j'avais choisi était donc tout ce qui était superordinateur ou supercomputing. Le second, tout ce qui tournait autour de l'intelligence artificielle. Et le dernier, en fait, grappe de serveur ou cluster, donc afin de voir un petit peu les tendances sur ces dernières années. On se rend compte de quoi? On se rend compte qu'on parlait beaucoup de clusters et d'intelligence artificielle en 2004. On se rend compte que cette tendance a eu tendance un petit peu à baisser jusqu'autour de 2010-2011. Et là, on est reparti, en tout cas pour tout ce qui est intelligence artificielle, on est reparti sur quelque chose qui revient à la hausse. Donc ça devient vraiment un sujet sur lequel les gens communiquent à nouveau. Qu'est-ce qu'on voit également? On voit également une tendance très claire à la baisse entre tout ce qui est clustering et un parallèle avec tout ce qui est supercomputer. Donc, à l'époque, quand le Cray One était sorti, ça a été le premier superordinateur. Il a pu en fait pulvériser des records de calcul. C'était, je pense, plus tendancieux. La tendance était plus importante avant 2004, mais malheureusement, Google Trends n'existe que depuis 2004 et donc on peut récupérer les statistiques qu'à partir de là. Ce qu'on voit très clairement, c'est que malgré la progression des superordinateurs, on n'en parle quand même pas beaucoup par rapport à l'intelligence artificielle ou tout ce qui est problématique autour de ces points-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui est important? Pour pouvoir faire du calcul sur des données qu'on a de plus en plus importantes, on a besoin de capacité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on crée de la capacité? On a deux manières de créer de la capacité de processing au niveau des ordinateurs. La première, c'est l'upscale, donc de faire quelque chose, un ordinateur qui sera de plus en plus puissant et qui pourra traiter de plus en plus d'opérations. Et on peut faire aussi du scale-out, donc c'est-à-dire on va avoir des ordinateurs qu'on va pouvoir mettre en réseau et qui vont chacun traiter des sets de données différents de manière à pouvoir optimiser un petit peu le temps de calcul. Donc on va voir les deux différentes approches. Alors très récemment, la Chine a mis sur le marché Sunway Tau-Lite, qui a une puissance de calcul de 93 pétaflops, donc c'est 10 puissance 15 opérations virgule flottante par seconde, ce qui est quand même assez énorme. Donc alors tout ça, c'est juste un ordinateur, évidemment. On rêverait d'installer quelque chose pour calculer là-dessus. Donc ça montre vraiment aujourd'hui le paroxysme, puisque le dernier record était à 33 pétaflops. Donc là, ils ont juste triplé la capacité de calcul. Quelque chose qui est... Donc là, on est vraiment au paroxysme de l'upscale. On a vraiment quelque chose qui est capable de traiter de la donnée, de traiter de l'information très rapidement et qui peut être utilisé, par exemple, dans le calcul scientifique. À l'inverse, si on prend un petit peu le paroxysme, ce que je dirais, en fait, de ce qu'on a trouvé au niveau du scale-out, donc Boink, donc, qui est la plateforme qui est utilisée derrière SETI Atom, donc les calculs d'images satellitaires pour trouver des signes de vie extraterrestres, donc, est distribuée massivement sur plus de 700 000 ordinateurs. On arrive à une capacité de 20 pétaflops, qui est quand même déjà quelque chose qui est sympa. À savoir que plus on va rajouter d'ordinateurs dans le cluster, plus théoriquement notre capacité va augmenter. Et donc, on va pouvoir traiter des sujets évidemment comme du machine learning, du calcul scientifique, et on va utiliser ces plateformes-là pour utiliser la puissance de calcul pour pouvoir traiter de plus en plus de données. C'est dans ce contexte qu'on s'est intéressé, en fin de compte, au principe d'ephemeral computing ou calcul éphémère.
Et c'est quoi le principe? En fait, dans un papier de 2015 à la 7th International Joint Conference on Computational Intelligence, on définissait l'ephemeral computing comme étant the use and exploitation of computing resources whose availability is ephemeral, transitory and short-lived in order to carry out complex computational tasks. Donc l'idée en fait qui est derrière ça, c'est de pouvoir mettre à disposition des ressources qui vont vivre sur un temps très réduit. Et ces ressources-là, l'idée en fait, c'est d'en produire du moins de les utiliser de manière hétérogène. Donc ça peut être des ressources qui ont des capacités différentes. Donc on va vraiment plus être dans l'approche qu'on a vue tout à l'heure avec BOINC, vraiment dans du scale-out et dans quelque chose qui va nous permettre de prendre part à des tâches de calcul complexes. Pour réaliser ça, encore une fois, je reviens sur mon image, donc on est un petit peu dans les deux, donc on a des processeurs donc, ou des ordinateurs qui vont être à la fois, donc on va en avoir à la fois beaucoup et avec des tailles différentes, ce qui amène à une complexité qu'on va essayer de gérer avec différents outils, et c'est là qu'on intervient sur Mesos. Donc en fait, on a pris un peu à cœur cette problématique par rapport à un contexte que je vais expliquer tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais introduire Mesos. Donc en fait, Mesos, qu'est-ce que c'est? C'est déjà un outil qui est... Je n'ai pas trouvé mes mots aujourd'hui. C'est un outil qui est sponsorisé par la fondation Apache, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Et en fait, le Mesos, leur but, ça va vraiment être de dire on va prendre des ressources hétéroclites. On va installer des agents sur ces différentes ressources et on va pouvoir agréger, entre guillemets, les ressources de toutes ces machines, donc CPU, RAM, disque, GPU maintenant, et de les mettre à disposition d'un orchestrateur pour pouvoir utiliser ces différentes ressources. Donc en fait, ça va vraiment être un système d'abstraction de ressources dans lequel on va avoir un gros pool de ressources. On va dire on a une application qui a besoin de tel type de ressources et l'orchestrateur va déposer cette application là où il y a de la place sur notre pool de ressources, sans que nous, on ait besoin d'intervenir, de manière totalement automatisée. On va rentrer un tout petit peu dans les détails. Clic. Non, ça marche. À droite. Ouais. Non, ça marche pas. Ok. Non, attends, reviens en arrière, tu as raté une diapo. Non, non. Si, si. Non, non. Si, si. Non. Il y a un schéma là. Là, il y a un schéma. Il n'y a rien. Bah, tu peux enlever le slide, il y a un schéma là. Ok. Voilà. Je peux faire le schéma aussi. Non, non, mais skip la présentation, il y a un schéma normalement là. L'effet démo, désolé. Effet présentation. Bon, soit. La slide a disparu, c'est pas... Tant pis. Donc, on va rentrer un... C'est ça, et le slide était éphémère. Je l'ai. Ah voilà, on va rester là-dessus. Donc en fait, on va rentrer un tout petit peu dans le détail pour comprendre après la suite de ce qu'on a mis en place. Mesos fonctionne sous la forme de master et de slave, ou d'agent maintenant. Donc en fait, on va avoir des masters, un quorum de master pour assurer de la haute disponibilité, truc assez standard. Et on va avoir N agents ou slaves qui vont, eux, mettre à disposition leurs ressources pour qu'on puisse les utiliser. Donc c'est vraiment comme ça que va fonctionner. Donc on va avoir ce que disait tout à l'heure Geoffrey, un scale-out avec un nombre quasiment infini de machines, sachant que Mesos théorise la gestion de 10 000 nœuds. Netflix sont montés à 40 000 nœuds. Voilà, ça donne un ordre d'idée, c'est vraiment énorme. Et en fait, après, on va avoir des différents frameworks qui vont communiquer avec le quorum et c'est eux en fait qui vont faire l'allocation de ressources. C'est eux qui vont demander des ressources pour faire fonctionner du calcul distribué, des applications, etc. Donc, on s'est servi de Mesos vraiment pour cette capacité à utiliser des ressources sur différentes machines, mais on voulait quand même l'installer rapidement. Et là, Mesos, clairement, l'installation rapide, c'était pas son truc. Ça marche, tu peux zapper? Donc, sauf quand on s'appelle Adam et qu'on fait ça bien. Mais nous, on a décidé de partir sur une solution qui s'appelle DCOS, qui est proposée par l'entreprise Mesosphere. Donc pour la petite info, Mesosphere en fait c'est la société qui a été créée par le concepteur originel de Mesos. Et donc du coup il y a une partie open source qui est Mesos et une partie entre guillemets enterprise payante qui va être DCOS. Et donc en fait le gros avantage de DCOS c'est qu'il va reposer sur Mesos pour pouvoir gérer toutes ces ressources.
Donc ici, on va voir vraiment le côté ressources, entre guillemets, que ce soit du bare metal, de la machine virtuelle, du cloud, etc. On a vraiment un pool de ressources qu'on va utiliser. Sur tout ça, on va mettre du Mesos, et au-dessus de Mesos, on va mettre donc DCOS pour Data Center Operating System, qui lui va vraiment simplifier toute la partie orchestration, gestion du cluster, des ressources, des applications à mettre dessus, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Mais nous, ce qui nous a particulièrement intéressé, c'est leur méthode d'installation. Donc en fait, DCOS propose une installation qui est vraiment simple, tu peux switcher de diapo, qui passe en fait par un nœud qui s'appelle Bootstrap. On va en fait monter un nœud avec une config particulière, et en fait, c'est à partir de ce nœud qu'on va pouvoir créer tous nos agents directement, en lui donnant juste les IP des machines à se connecter, qui doivent être des nœuds, et en leur donnant un rôle, master ou slave. Et donc c'est vraiment ça qu'on a bien aimé. Donc là par exemple c'est une installation qui est complète avec 3 masters et 20 agents. Et voilà, ça peut être fait en interface graphique, on peut aussi le faire en ligne de commande. Et donc nous on a décidé, un peu comme ça parce qu'on avait le temps, de développer un truc qui s'appelle Boot2DCOS. Donc pour justement résoudre ces problèmes de fast provisioning et de manière éphémère. Comment nous est venue l'idée? C'est l'anecdote, c'est le moment anecdote. Donc en fait, j'ai fait mon stage chez Geoffrey et je devais m'amuser un peu avec Mesos pendant mon stage et voir la faisabilité de la chose. Et donc pour faire ça, pour tester une infrastructure de plusieurs machines distribuées, etc., il m'avait donné une machine simple à 4 Go de RAM avec pas d'accès réseau, pas de cloud, rien du tout. Pour simuler bien sûr des clusters, etc. Donc en fait, l'idée que j'ai eue, c'était que j'arrivais assez tôt le matin et les open space étaient totalement vides. Et en fait, j'ai eu l'idée de cannibaliser les ressources des autres machines dispo. Donc j'ai monté mes petites VM sur les postes qui n'étaient pas utilisés, et après je les faisais se connecter à mon cluster qui était sur ma propre machine. Et comme ça, j'avais mon cluster de machines pour faire mes différents tests avec 3-4 PC qui traînaient dans l'open space. Bon, ça prenait un peu de temps parce que je devais le matin aller sur tous les ordinateurs, démarrer mes outils, etc. Et après seulement commencer à travailler, donc c'était un peu long. Et donc c'est là qu'on s'est dit, ah, ce serait quand même bien qu'on aille plus vite. Et comment on peut le faire vite? Eh bien c'est ce qu'on va vous montrer. Et donc, on a décidé de créer un nœud Bootstrap qu'on aime bien dire qu'il est un peu sous stéroïde. On va lui donner un peu plus de choses à faire. Donc, il va pouvoir gérer la création de masters et d'agents, donc de manière standard, ce qui est proposé par DCOS. Sauf que nous, en fait, on va les créer à partir d'un netboot. C'est-à-dire qu'on va avoir une machine, elle va être éteinte, et dès qu'on va l'allumer, elle va pouvoir s'enregistrer sur le réseau, elle va être détectée par notre outil, elle va recevoir sa configuration et elle va démarrer avec son cluster, enfin, avec un nœud Mesos qui soit slave ou master, en fonction de la configuration qu'on lui a donnée. Et à côté de ça, on a mis en place un système de service discovery pour pouvoir découvrir les nœuds et un système de proxy, parce qu'on était dans une entreprise avec un accès Internet limité, donc il a fallu trouver des solutions. C'est la démo. Donc il est temps de... Merci. Ça marche? Bah, je suis peut-être trop loin. Ok, donc c'est le temps de la démo. Donc on va vous montrer très rapidement un petit peu les concepts qui sont derrière Boot2DCOS. Donc il faut savoir que nous on se base complètement sur Docker. Donc notre Bootstrap en fait, ça va être simplement une image Docker qu'on va lancer. Et cette image Docker, en fin de compte, on va lui ajouter différents modules ou différents services qui vont contenir soit la capacité de faire du proxy, la capacité de faire du bare metal, plus tard la capacité de se connecter sur AWS ou Azure ou quoi que ce soit. Et l'idée en fait derrière ça, c'est du coup, je vais vous montrer, c'est de partir en fin de compte de la configuration standard de DCOS. Donc on va ouvrir la configuration standard de DCOS. Il faut juste que... Voilà, non, ça c'est... Non, c'était pas ça que je voulais. Ok, on va se la retrouver. Donc, bare metal, DCOS, nginconf et le config YAML. Voilà. Donc à partir de là... C'est de faire un petit zoom. Oui, je fais un zoom. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la configuration standard de DCOS. Donc on lui spécifie en fin de compte une URL Bootstrap. Dans notre cas, ça va être notre nœud accessible via le réseau. Un nom de cluster,
et on va lui dire que on a un master dans ce réseau qui va avoir cette IP-là, puisque les masters doivent avoir des IP statiques. Donc on peut avoir évidemment des masters existants ou des masters qu'on va créer dynamiquement. Donc on va détecter en fin de compte est-ce qu'ils sont là ou pas. On va utiliser un proxy et on va donner simplement l'adresse du proxy qui va être pour le coup notre nœud Bootstrap qui va avoir la capacité de faire du proxy. On va avoir quelques exceptions de nos proxys qui sont assez standards pour tout ce qui est Discovery, Zookeeper, etc. etc. Et donc, une fois qu'on a configuré notre fichier YAML, la seule chose à faire, c'est simplement de lancer notre projet. Donc, juste avant, je vais vous montrer les variables d'environnement qui sont à mettre à disposition. On va évidemment spécifier ici notre hôte, la home de Boot2DCOS, donc où est-ce qu'on a mis notre projet, où est-ce qu'on a mis nos images pour le boot en bare metal. Donc ici, ça va être des images CoreOS, ça peut être un AutoOS, mais ça, on va les provisionner. Le data center name, on va l'appeler bare metal, et éventuellement une gateway, mais ça, c'est plus dans le cas où on n'utilise pas le proxy. Donc on va démarrer le projet, et on va se rendre compte, en fait, que le projet va nous permettre de booter en bare metal directement. Donc on est branché sur un tout petit routeur ici. Donc il faut s'imaginer qu'évidemment en entreprise on est branché, on utilise l'infrastructure existante. Nous de notre côté, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va booter des machines. Benjamin ? T'as pas un master à booter? J'ai un master à booter, mais oublie pas tes slaves. Oui, non. Donc là, en fait, on va booter un master avec 2 slaves, mais il faut imaginer que lorsqu'on est en entreprise, la seule opération qu'on a à faire, c'est d'allumer la workstation. Okay, donc la workstation, on va l'allumer, elle va booter en IPXE, notre distribution va se charger en RAM, et en fin de compte, on va avoir un nœud Mesos qui va être disponible. Donc là, on a booté le projet. Je vais de ce pas, il est où? Il est là. Donc celle-ci, je vais simplement la rebooter en fait. Voilà, donc c'était un master qui était disponible. Donc là, on va voir. Là, par contre, on voit pas très très bien. Donc là, la machine virtuelle en fait démarre sur le réseau. Et là, on est en train de voir qu'elle est en train de télécharger ce que nous on lui a donné à manger avec notre Boot2DCOS. Voilà. Et donc là, elle est en train d'installer l'image de CoreOS avec toutes les dépendances de Mesos dedans. Donc là, le temps que celle-là démarre, je vais démarrer les 2 autres de mon côté. Donc là, CoreOS est booté, donc il faut attendre un tout petit peu le temps que les services de DCOS, puisqu'il y a l'installeur qui se met en route. Donc le temps que les services de DCOS se lancent, je vais revenir un tout petit peu plus en détail sur la manière dont ça fonctionne. Et il nous reste 5 minutes, c'est parfait. Donc, les concepts principaux qu'on a appliqués ici, donc on a ici notre nœud Boot2DCOS qui est disponible. On va avoir N machines qui vont vouloir booter, ou qui vont faire un boot offering en fait, en utilisant PXE-Core. Donc PXE-Core, c'est une version un petit peu évoluée de PXE, qui est le protocole de NetBoot qui est disponible en fin de compte sur les EFI, les BIOS, enfin c'est quand même relativement standard. Une fois qu'on a notre boot offering qui est dispo, en fait on va envoyer nos images de CoreOS plus la configuration. Pourquoi on a choisi CoreOS? Parce que CoreOS c'est quand même relativement simple à configurer dans un contexte de réseau interne. Donc en fait, on va avoir très facilement une API qui va nous permettre de configurer l'intégralité du système. On va envoyer donc notre image et ensuite, on va envoyer le fichier d'installation de DCOS à ces machines-là qui vont avoir ordre de, une fois qu'elles ont booté, elles vont l'exécuter avec une configuration standard qu'on aura générée via Boot2DCOS. Donc en fonction de la topologie du cluster qu'on a défini dans notre fichier de configuration, qui est quand même le fichier de base pour DCOS, on va avoir le cluster qui va se mettre en route. Admettons qu'on définisse 4 masters ou 5 masters, ils vont se créer au fur et à mesure des boot offerings et tout le reste va être des clients. Donc on a potentiellement 500, 300, 400 PC qui vont pouvoir se connecter et mettre à disposition leurs ressources pour créer une machine de calcul éphémère. Parce que l'idée qui est là,
c'est qu'on ait au final une capacité de calcul qu'on puisse gérer, par exemple, des badges de nuit dans des banques, ou qu'on puisse gérer des demandes en fait, qui sont assez intensives en ressources, en utilisant évidemment les ressources qui sont disponibles déjà dans l'entreprise, qui peuvent être des workstations par exemple, et qui peuvent être aussi des serveurs dormants ou des serveurs qu'on va allumer juste pour cette tâche-là au moment où on a décidé de le faire. On va éventuellement donner les paramètres de proxy, donc là on utilise Squid pour cette partie-là, et l'architecture qu'on a mis en place est complètement basée sur Consul, donc pour tout ce qui est service discovery. On a différents services, aujourd'hui on a implémenté que bare metal, mais on a dans le pipe en fait d'autres providers de services qui vont être ajoutés sur la plateforme. Et simplement on utilise, on est basé sur Docker, on utilise Traefik pour tout ce qui est gestion interne des différents proxys. Aujourd'hui on a plusieurs modules. On a le bare metal, on a le core, il y a le GenConf qui a rejoint également les rangs, et donc les différents modules en fin de compte vont s'articuler ici, on va pouvoir les activer ou pas au moment lorsqu'on lance en fin de compte le projet. Là je pense qu'on devrait être pas trop mal au niveau de DCOS. Où est-ce que je suis? Voilà, il faut que je fasse ça. C'est un grand moment. Donc on va ouvrir un Chrome. On reprend l'adresse qu'on avait sur notre réseau local. Tu peux en juste en dessous. 3.250. Il n'est pas encore tout à fait prêt. Donc, c'est pas un problème de cache? Non, c'est pas un problème de cache. Il met juste un peu de temps. Ok, donc, comme il met du temps, on va continuer. Oui. Donc du coup, si le projet vous intéresse, tout notre code est disponible sur GitHub. On est en licence Apache, donc totalement open source, et on recherche des contributeurs si vous voulez nous aider. Juste avant. Je sais, mais la zapette a un peu du mal. Et très récemment, on a intégré le projet DCOS Labs, donc c'est un projet officiel qui a été monté par Mesosphere, qui permet de sponsoriser à leur manière en fait tous les projets qui sont liés à leur plateforme. Et donc vous pouvez aussi retrouver tout notre code dans leur dépôt officiel GitHub. Voilà, donc on devrait maintenant avoir... Effet démo. Effet démo. Non, voilà, il est arrivé entre-temps. Donc ici on a un cluster. Donc, on a un cluster de 0 machines. De 0 machines, le temps que les autres machines arrivent. Donc les autres machines vont arriver, hein, c'est les nœuds de Benjamin qui sont un peu lents. Juste simplement pour présenter un petit peu DCOS, on va avoir à portée de clic en fait, et c'est là le gros intérêt d'utiliser une plateforme au-dessus de Mesos. On va avoir à portée de clic en fin de compte une installation simplifiée sur des plateformes ou des stacks qu'on va pouvoir utiliser directement. Notamment, là on utilise la dernière version de DCOS, donc la 1.10. On avait juste à configurer d'utiliser la 1.10 et notre projet a fait le reste. La 1.10, elle est intéressante puisqu'on peut par exemple utiliser comme orchestrateur Kubernetes, on peut utiliser plein de choses qui sont sympas, on peut mettre facilement en place des bus Kafka, mettre en place une Artifactory. Donc Mesosphere a des partenariats évidemment avec les différents protagonistes à ce niveau-là. Mais l'idée c'est vraiment la simplicité d'installation. Par exemple, ici un Jenkins, j'ai juste à cliquer, à dire voilà, je veux qu'il tourne, que je puisse utiliser Jenkins en mode slave, et je le configure et c'est directement disponible. Donc ça c'était vraiment sympa. Là, on doit avoir nos nœuds qui commencent à arriver. Ils sont là, ils sont healthy. Donc là, on a vraiment un vrai... Donc si on prend, pour ceux qui connaissent évidemment, on a un vrai Mesos derrière avec 11 gigas disponibles et on peut lancer des opérations dessus. 4 CPU. Voilà. Donc ici, par exemple, là, on va faire tourner simplement un service
montrer que ça marche. On va l'appeler Hello. Et on va... Voilà. Et donc ce service-là, on va décider de le tourner. Oui, je ne veux pas faire de traduction, merci. Donc il est en train de déployer, déployer les instances. On va voir en fait qu'il va les avoir disponibles. Donc là, il nous indique sur le host qui est en train de se mettre en route. Et ça met fin à notre présentation, puisqu'on a d'ores et déjà 25 minutes. Voilà. Donc si vous avez des questions, Le temps que ça déploie. le temps que ça déploie, c'est maintenant. Si